Un instant, dans le silence oppressant d'une nuit de juin 2009, un géant de la musique s'effondre, non pas sous le poids de cesse, mais sous une machination ourdie dans les abysses les sombres de l'industrie. Michael Jackson, le roi de la pop, cet enfant prodige devenu icône immortelle, n'a pas succombé à un simple accident. Non. Devant nos yeux écarquillés, impuissants, nous assiste à un assassinat froid calculé, un meurtre déguisé en overdose, un sacrifice rituel masqué par les paillettes et les projecteurs. Et qui ose berry le voile de ce mensonge? Katt Williams, le comédien au verbe certé, qui balance des bombes de vérité comme surlance des grenades dans une fosse aux lions. À 52 ans, avec son style brut de décoffrage, sans filtre ni complaisance, il a lâché une roquette qui ébranle les fondations pourries de Hollywood. Le noir soir à regarder ça ce producteur droit sous nos nez, tonne-t-il, et ses mots sens à propos un glas funèbre, un acte portant un tardif pour ces artistes noirs qui osent briller trop fort. Retournons en arrière, dans les méandres d'une carrière G dans le feu de l'enfance volée. Michael Jackson, ce Mansfield brillant et brisé, n'a jamais connu la douceur d'une adolescence ordinaire. Arraché à son innocence par les feux de la rampe dès l'âge de 5 ans, il dansait sur des scènes immenses pendentifs que d'autres jouent encore à la poupée. Son corps marqué par les cicatrices invisibles de la célébrité précoce, fils esprit hanté par les ombres d'un show-business vorace qui dévore ses enfants. Et, il a conquis le monde, Thriller, ce monument sonore qui a vendu des millions d'âmes, Beat It, ce hymne rageuse contre la violence, Billy Jean, ce murmure envoûtant qui fait encore frissonner les foules. Mais derrière les applaudissements assourdissants, les loups guettins. Des magnats de l'industrie, ces vampires en costume 3 pièces, jaison de son pouvoir absolu, de sa fortune colossale 500 millions de dollars d'héritage potentiel, de son refus obstiné de devant les caprices. Michael n'était pas qu'un artiste, il une menace. Il a-t-il osé défier les contrats léonins d'AEG Live, ces vautours qui le pressuraient pour une tournée infernale, le poussant au bord du gouffre physique et mental. Et voilà que surgit le premier indice, ce murmure prophétique que Katt Williams dissèque avec une précision africactuelle. C'est tout. Ces 3 mots, non en triomphe, mais dans un soupir las, épuisé, comme un adieu voilé. En mars 2009, Michael annonce sa tournée de retour, ce spectacle marqueur crutiné petit comeback. Mais écoutez bien le ton de sa voix dans cette vidéo d'archives, ce timbre voilé par la fatigue, ses yeux qui trahissent une résignation profonde. Et d'ici, ce n'est pas une célébration, c'est un testament. Il le sent. Il sentait les chaînes se resserrer autour de son cou. Des forces obscures, tapies dans les recoins feutrés des conseils d'administration, tramaient sa goulotte. Il le haïssant pour sa peau, pour fils audace de noir devenu plus grand que la Maison Blanche elle-même, pour son empire qui a les griffes. Katt le dit sans détour, il nous l'a dit, et nous n'avons rien compris. Ce nom de tournée n'était pas un slogan marketing, c'était un cri d'alarme, un signal de lance à lanière à la publicité sourd, hypnotisé par les illusions. Et nous, bêtement, Aspeladi, ignorant que note de répétition le riz de l'abîme. Le 25 juin 2009, l'horreur se concrétise. À 14h26, dans la moquette étouffante de sa demeure de Carolwood Drive à Los Angeles, Michael est retrouvé inanimé, fils corps frêle secoué par les affres d'une agonie chimique. Conrad Murray, fils médecin personnel, cet homme au sourire rassurant payé 150 000 $ par mois pour surveiller sur lui, tente une réanimation maladroite. Mais son pouls est filant, comme un fil de vie sur le point de rachis. Les paramédics aisés, sirènes hurlantes, et NT le roi vers l'hôpital centre médical de l'UCLA. Là, sous les néons blafards, les médecins confirment l'impensable, Michael Jackson est mort. À 50 ans. L'autopsie révèle une overdose fatale de propofol, ce sédatif chirurgique qu'ils sont laid pour apaiser ses insomnies tourmentées à des benzodiazépines et antidépresseurs. Des niveaux létaux, inspintent comme une phrase. Mais attends. Murray n'a pas dit un mot des doses utilise la sourition au fil. Pas un murmure sur les perfusions clandestines dans cette chambre transformée en salle d'opération improvisée. Pourquoi ce silence? Pourquoi ce médecin, décentement un souvenir, a-t-il laissé le poison couler librement dans les veines de son patient? La machine judiciaire s'emballe, un théâtre d'ombre où la vérité se débat comme un poisson hors de l'eau. Murray est accusé pour homicide involontaire en septembre 2009, un chef d'accusation qui sonne comme une moquerie face à l'âme du crime. Son procès,
Un marathon de 6 semaines en 2011 expose les fissures d'un système pourri. La procureure argument que les injections de Murray ont été le coup de grâce, une exhortation délibérée déguisée en soin. La défense, pitoyable, plaide l'absence de casier judiciaire, suppliant pour une probation au lieu de la cage. Le 29 novembre 2011, le verdict tombe, 4 ans de prison pour homicide. Une peine de lumière qu'elle crie l'injustice, un affront au hurlement de la famille Jackson. Latoya, la sœur au cœur de lionne, elle a à chaque audience, les yeux rougis par les larmes et la rage. Sur Twitter ce cri primal du moderne, elle supplie, il y a des épouses, des petites amies, des employés qui savent exactement ce qui est passé. Venez. Racontez la vérité. Elle accuse Murray d'être une marionnette, un pion dans un échiquier géant. Michael a travaillé toute sa vie pour ses enfants. Aide-nous à la justice. Murray n'est qu'un minuscule morceau du puzzle. Il dit exactement ce qui s'est passé à Carolwood, et qui pneut les ficelles à cœur tout ça. Latoya va plus longe, traçant la piste de l'argent, quand sur Assassinat, sur le costume l'argent. Ceux qui ont le plus gang à gagner sont moins coupables. Et notre famille Ndble a rien à voir absolument avec son héritage. Les fans, ces gardiens fervents d'une flamme, envoyés diviser comme une tempête en pleine mer. Certains éplorés, pleurent encore, j'ai sangloté comme un enfant quand j'ai lande sa mort. Jayaï appelle ma mère, et sur un pleurer ensemble au téléphone. Même aujourd'hui, les larmes de louange. D'autres, nourris aux théories du complot, voire en Murray un complice ou un bouc émissaire. L'industrie Laelier Park qui lançait saillit trop sur leurs rituels sombres, leurs fêtes décadentes. Et Cat Williams? Il est le prophète comique, qui rit pour ne pas hurler. Cat est un visionnaire, drôle et vrai, écrit un admirateur. Un autre, c'est pour ça qu'ils ont essayé de triante le cancel, il parle de ce qu'il veut cache. Oui, l'industrie des dentaires les langues comme la sienne, ces noirs qui refusent le silence, qui exposent les chaînes invisibles. Paris Jackson, la fille au regard hanté. Le nuage dans une interview Rolling Stone déchirante, absolument, mon père a été assassiné. C'est. Tous les indices pointent dans cette direction, et les vrais fans le sentent. Aujourd'hui, en 2025, l'écho les résonne de ces scandales encore, les affaires Didi aux ombres persistantes d'Hollywood, les mots de Cat Williams claquent comme un fouet. Michael n'était pas un junkie fragile, il un guerrier las de la guerre. Son dissicite n'était pas une fin triomphante, mais un épitaphe anticipé. Et nous, passifs, applaudis sa chute. Artiste noir, écoutez, le pouvoir qu'il incarnait est une lame à double tranchant. Brillez, mais garde les yeux ouverts. Voiture dans les coulisses, les ombres ne dormant jamais. Michael Jackson n'est pas mort, il nous hante, un fantôme vengeur rappelant que la vérité, une fois lâchée, ne s'étite plus. Lélie. Écoutez bien le silence qui hurle derrière les mots de ses restes. Paris Jackson, 25 ans, regard d'acier trempé dans les larmes, lâche à Rolling Stone une phrase qui glace le chant. C'est un échiquier. Et je joue l'échiquier. C'est tout ce que je puisse dire pour l'instant. Un échiquier. Pas un accident. Pas une surdose solitaire. Un échiquier où chaque pion a un prix, où règne chaque occurrence prête à sacrifier le roi pour un demi-milliard de dollars de catalogue Beatles et de droits. Paris a dit. Elle saillit des noms, des dates, des danses des villas de Bel Air où l'on n'a que Michael valait plus mort que vivant. Elle sate qu'un levernet de ses noms aujourd'hui seigneur son propre arrêt de mort ou de ses frères. Elle alce les bandaires, elle sursacre, elle est l'excentrique et argent commente à la charge une arme. Je veux la justice, oui. Mais je ne suis pas stupide. Et dans ça, on voit sur l'entendre le fantôme de son père murmurer, ils sont trop longs. Ils est trop hauts. Ils n'ont pas de visage, des costumes et des avocats. Elle ne pointe pas Conrad Murray du point de départ. Murray n'est qu'un fou du roi, un pion noir qu'on a avancé pour qu'il les mate à la place des caméras. Paris, elle, voit toute la partie, les producteurs, les labels, les gestionnaires, les avocats qui ont vidé les comptes pendentifs que répétit Michael a jusqu'à l'épuisement, les mains qui signaient hâte contrat les contrats de Sangère qu'ils n'en reviendraient pas. Elle sait que si elle parle trop fort maintenant, elle a la cible prochaine. Elle joue.
Elle sourit au gala. Elle pose pour Vogue. Et elle assiste à le jour où elle aura de pièces assez sur l'échiqueur pour faire tomber la tour. À l'opposé, Janet, la petite dernière, celle qui toujours la douce, une autre forme de résistance, le silence total. Elle a la télévision éteinte. Elle a coupé les réseaux. Elle a demandé chef à son cuisinier de luire Le Monde en 3 phrases par jour, parce que le bruit des complots la rendait folle. Les gens peuvent avoir une peau de rhinocéros, dit-elle, mais il y a un moment où même le rhinocéros saigne. Le dernier souvenir heureux ? Le 14 mai 2009. 2 jours avant ses 43 ans. Une fête de famille. Les enfants qui courent partout. Michael et elle qui se chamaillent comme quand ils ont 10 ans, qui se volent des frites dans l'assiette en riant. Elle la se désite ce soir-là en lui répétition au téléphone, c'était la belle soirée. Quelques semaines plus tard, sur le tournage de Tyler Perry à Atlanta, son assistante entre en pleurant, Janet. Michael. Elle n'a pas fini la phrase. Janet a compris. Elle a lâché le scénario, pris le premier vol, et s'est effondrée dans les soutiens-gorge de sa mère. Et puis il y a ce moment qui brise encore toutes les âmes, la petite Paris, 11 ans, qui monte sur l'estrade lors de la cérémonie privée, micro trop haut pour elle, et qui sanglote dans le silence. Papa a le bien le mieux père que vous imaginez. Et elle se jette dans les soutiens-gorge de Janet, se tente qui son roc. Janet, encore aujourd'hui, dit qu'elle n'a jamais été aussi d'une enfant. En mots, elle a montré au monde est vraiment Michael. Pas le monstre des tabloïds. Un père. Mais pendant que Janet se mure dans le souvenir et que Paris affûte ses armes en silence, d'autres crient dans le désert. Kanye West, en plein délire prophétique ou en pleine lucidité, balance sur Twitter en 2020. L'MJ m'a parlé de Tommy avant qu'il le tue. Tommy Mottola. L'ancien patron de Sony. Celui que Michael, en 2002, a avoir public de Dieu, brandissant une pancarte « Sony Kill Music », des caméras médusées. Ce jour-là, Michael accuse les majors de volter les artistes noirs, de les saigner à blanc, de les forcer à tourner à accent grave à la mort avance au remboursé qu'il ne jamais. Il conspire. Il vole. Il triche. Avec les artistes noirs, a-t-il hurlé, les yeux inspints de rage et de larmes. Et le monde rive. Sur l'avait traité de paranoïaque. 7 ans plus tard, il est mort. Et son catalogue des Beatles a ses propres tubes pastés d'aisselle dans d'autres mains. Aujourd'hui, en 2025, les pièces de l'échiquier bougent encore. Paris joue comme partie dans l'ombre. Janet pleure en silence. Kanye hurle dans le vide. Et dans les couloirs feutrés des conseils d'administration, sur encore doit trinquer au fait que le roi l'ait enfin tombe. Mais les rois ne meurent jamais vraiment. Ils deviennent des fantômes. Et les fantômes, eux, ne signent pas de clause de confidentialité. Il l'a dit lui-même, la voix tremblante de rage, des caméras qui ricanaient déjà. Ils volent, ils trichent, ils font tout ce qu'ils peuvent superbu, contre les artistes noirs. Et il a cité les sacrifiés, James Brown, mort ruiné des décennies de tubes. Sammy Davis Jr. Légendaire maison enterrée avec dette. C'est ce qui m'ont, ad niveau ciel il sans arrêt, parce que s'il status un second, il crève de faim. Puis il a brandi la pancarte, Sony tue la musique. Et le monde a ri. Le monde a traité Michael Jackson de paranoïaque, de drogué, de fou. 7 ans plus tard, il est mort. Et le monde a pleuré, mais trop tard. En 2002, l'hôtel de Times Square, il a tout lâché. Il a accusé Tommy Mottola, le patron de Sony, d'être diabolique, raciste, d'avoir utilisé le mot en haine sur un artiste noir du label. Il a montré le poster, Mottola avec des cornes et une fourche. Il a crié que les majors sucent le sang des artistes noirs, jardin au maître à la vie, prêtent de l'argent qu'ils ne reverront, jamais jusqu'à la force à la tournée à l'épuisement pour le remboursement. Si vous battez pour moi, vous vous battez pour tous les noirs, morts et vivants. Ce jour-là, il n'a pas parmi la guerre à Sony. Il a la guerre à tout le système. Et le système, lui, n'a pas la guerre en retour. Il en sourit. Il est un attendu.
Et il a frappé. Al Sharpton, cet petit homme qu'on n'accuse pas de tiédeur, une prit la défense de Motola. Je depuis Tommy depuis 20 ans. Jamais de moins raciste. Il aide à la communauté noire. Sony a sorti un communiqué glaciaire, les accusations de Michael Jackson est absurde et bénisante. Traduction, tais-toi, ou sur le fait taire. Michael s'est tu. Mais il n'a pas plié. Il a refusé tourner pour les promoteurs invincibles. Il a cherché à récupérer ses masters à la moitié la catalogue et les Beatles comprennent. Sur lui un riz au nez. Sur lui un contrat proposé léonin avec AEG. Sur la mise sur scène qu'il tient à peine debout. Et le 25 juin 2009, le rideau est tombé. Après mort, les théories surexplosaient comme des feux d'artifice dans la nuit. Certains disaient, il est vivant. Il s'est enfui au Mexique. D'autres, c'est un sosie à l'O2 Arena. Michael est déjà mort depuis 2007. D'autres encore, plus fous, c'est Ahmadinejad qui l'a fait hier pour l'attention des manifestations en Iran. Et puis il y a ceux qui n'ont pas ri du tout. Ceux qui suivent l'argent. Ceux qui ont vu le catalogue Beatles passer tranquillement dans les mains de Sony quelques années plus tard. C'est qui ont vu les dettes de Michael s'évaporer comme par magie sa mort, pendentif que ses enfants enfin touchés dignes des royalties de ce nom. Un fan a écrit, et ces mots brûlent rappel. Quand tu bats contre le mal absolu, il finit par le consommateur. Et quand le silence arrive, tu te rends quoi enfin tu es brisé depuis. Tu te exiges juste à quel moment exact tu comme craqué sans t'en rendre compte. Un autre simple murmuré. Michael vit vraiment dans le cœur de ceux qui l'ont vraiment aimé. RMJ. Repose-toi au pouvoir, Michael Jackson. Il n'a pas gagné la guerre. Mais il a allumé un feu que personne n'a réussi à éteindre. Chaque fois qu'un artiste noir signe un contrat aujourd'hui, il pense à Michael. Chaque fois qu'un label refuse de rendre les masters, on entend encore sa voix trembler de colère. Et il vole. Il triche. Surtout contre les nôtres. Il est mort pour ça. Mais son cri, lui, n'est pas mort. Il se nove encore dans chaque studio, salle de, contrat de chaque tranche 360 degrés. Et un jour, peut-être, un autre roi se lèvera. Un jour, peut-être, les mettre à la maison. Un jour, peut-être, surdira, enfin. Michael à vie. Et ce jour-là, le roi, sur ta musique à fond. Et surdansera. Et sur une. Et surcriera ton nom jusqu'à faire trembler les cieux. Parce que tu n'es pas parti. Tu es juste passé de l'autre côté du miroir. Et de là-haut, tu regardes encore l'échiquier. Tu assistes à que tes enfants finissent la fête. À l'arrivée, Mike. À l'arrivée.